bonjour à tous. Agnès aurait été contente puisque pendant sa rétrospective du mois de janvier, quand on a remontré tous ses films ici à la Cinémathèque française, il suffisait qu'il y ait 10 ou 20 fauteuils vides dans cette grande salle André Langlois qui contient 420 places pour qu'elle me dise « il n'y a personne, c'est nul ». Voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde, au mépris de toutes les consignes de sécurité. Vous êtes très mal installés. Mais voilà, il nous semblait logique de commencer par un générique, le générique d'un chef-d'œuvre, et un générique en couleur pour un film en noir et blanc. Donc voilà, pour souligner tout de suite aussi le côté expérimental d'Agnès. Chère Rosalie, cher Mathieu, chers amis, alliés, complices, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis d'Arte qui avaient été si précieux dans la dernière décennie de l'œuvre, chère Véronique Kella, cher Frédéric Bredin, chers admirateurs et spectateurs d'Agnès Varda, vous qui soyez les bienvenus à la Cinémathèque française, à ce qui est moins un hommage, puisque Agnès détestait ce mot-là, hommage, comme elle détestait le mot de masterclass, que j'avais un peu trop employé il y a un mois ou deux, donc on va oublier les hommages, les masterclass, mais on va parler plutôt d'une réunion de famille, une réunion de famille élargie à toutes celles et à tous ceux qui se reconnaissent et qui s'entendent dans l'œuvre d'Agnès, à tous ceux, ils sont nombreux, que cette œuvre si riche, si protéiforme, a aidé à voir, à penser, à vivre même parfois, et c'est la raison de votre présence ici ce soir. J'espère que ceux qui n'ont pas pu entrer, qui sont en salle Franjus, m'entendent et me voient correctement, mais on ne pouvait pas plus repousser les murs. Je parle évidemment au nom de Costa Gavras, notre président, qui est en tournage en Grèce. Je parle au nom de tous les membres du conseil d'administration de la Cinémathèque et de l'association, de tout le personnel de la Cinémathèque française qui s'est mobilisé pour ouvrir la maison aujourd'hui pour vous et pour Agnès et qui s'était mobilisé au mois de janvier au moment de cette rétrospective qui restera inoubliable. Le mois de janvier, parce qu'on s'était parlé avec Rosalie un peu avant, je crois que c'était vers septembre, octobre, enfin à l'automne, et je lui avais dit, voilà, on a très envie de remontrer tous les films d'Agnès, on ne l'a pas fait depuis 1994. Alors là, Agnès disait, ben, on ne pourra pas dire que je matraque. Mais j'aimerais le faire au printemps, quand la maison est ouverte, qu'on peut ouvrir les portes, qu'on peut prendre un thé. En ce qui la concerne, ça aurait été de l'eau chaude avec du citron sur le parvis. Et Rosalie m'avait dit, mais non Frédéric, tu sais, le printemps, ça sera trop tard, il faut faire ça avant, faites ça tout de suite en janvier. Alors j'avais pleuré, c'était pas la première fois, ça serait pas la dernière, mais j'avais compris que les choses étaient graves et que le temps nous était compté. Donc on avait un peu précipité les choses et on avait fait cette rétrospective au mois de janvier, en même temps que celle d'Éric Rohmer et de Billy Wilder, et donc évidemment il y avait un monde fou partout, et Agnès voyait beaucoup de monde, et elle était très très heureuse. Je parle évidemment au nom de deux de mes prédécesseurs qui ont été très importants pour elle, Dominique Paigny, qui est assis là-bas, qui avait organisé en 1994 la première rétrospective Agnès Varda, la première fois qu'on a montré tous ses films à Paris, et elle en avait été très émue, c'était au Palais de Chaillot à l'époque. Et puis, en même temps, elle avait sorti son livre au Cahier du cinéma, parce qu'il n'y avait pas encore de livre qui lui était consacré. Et ce livre, 25 ans plus tard, continue de faire autorité. Et ce livre avait été édité sous la direction de Claudine Paco. Et je pense que c'est aussi le moment de penser à elle, parce qu'elle nous a quittés il y a quelques années. C'était une très grande éditrice. Et sous la direction de Serge Toubiana, mon prédécesseur qui est assis là-bas. Il y a eu aussi le moment où, sous la direction de Serge, cette maison a décidé, le plus naturellement du monde et avec beaucoup d'enthousiasme, de faire une très grande exposition consacrée à Jacques Demy. C'était en 2013, si ma mémoire est bonne. Et là encore, évidemment, Agnès était parmi nous, avec Serge, avec Rosalie, avec Mathieu, avec l'équipe de tout Ciné Tamaris, pour nous y aider.
Mais je voudrais simplement vous dire, avant de passer la parole à nos amis et à nos invités, en quelques mots, peut-être parler de la cinéaste. Quelle cinéaste était-elle? Moi, quand je suis allé la rencontrer au milieu des années 90, c'est vraiment la cinéaste que j'allais voir. Et je pense qu'Agnès était de ces cinéastes qui s'autorisent tout, qui s'autorisent même de faire un premier long métrage au milieu des années 50, quand à l'époque il est absolument impossible d'envisager de faire un long métrage sans non seulement avoir fait des cours, mais sans aussi avoir été assistant pendant fort longtemps, avoir obtenu une carte professionnelle. Et oui, effectivement, le fait qu'elle était une femme compliquait encore les choses et rend encore plus admiratif qu'elle se soit autorisée à faire ce premier film, La Pointe Courte, en 1955, qui fait d'elle effectivement une pionnière de la nouvelle vague française et qui, comme l'écrivait Jean Douché dans l'hebdomadaire Art, qui était très important à l'époque, elle aura beaucoup fait pour ce qu'on appelait à l'époque le jeune cinéma. Ce jeune cinéma des années 50 et des années 60, ce jeune cinéma français que la Terre nous a envié. Effectivement, Agnès en était la pionnière, et on l'a surnommée parfois la grand-mère de la nouvelle vague. Ça l'amusait, ça la faisait rire, et c'était vrai. Mais peut-être qu'il faut dire encore les choses plus précisément. Il faut dire que sa famille de cinéma, ce sont moins les jeunes gens des cahiers du cinéma, qui, à la différence d'elle, avaient été critiques et avaient vu des milliers de films. Agnès n'avait pas vu des milliers de films quand elle a fait La Pointe Courte, et qui donc sont devenus la nouvelle vague. Je pense que sa famille de cinéma, ce sont plus des gens comme Alain Resnais, qui a été son cher ami, Jean-Luc Godard, bien sûr, Chris Marker, son ami jusqu'au bout, évidemment, et vous me direz Jacques Demy. Bien sûr, Jacques Demy. Mais Jacques Demy, lui, était entièrement du côté du spectacle. Et son gigantesque effort a été d'imposer son spectacle, le musical, la comédie musicale, à un cinéma français qui ne le connaissait pas. Agnès, c'était autre chose. Je pense qu'Agnès était du côté des expérimentateurs et même des essayistes. Et les essayistes dans le cinéma français, eh bien, on peut dire que ce sont ces trois-là, jusqu'au bout, avec une certaine défiance envers la fiction, Agnès Varda, Chris Marker, Jean-Luc Godard. Agnès s'est réinventée plusieurs fois dans sa carrière. Sa carrière a eu des grands hauts et puis aussi de grands bas. Et puis il y a eu un moment, un tournant un peu miraculeux. C'était au tournant des années 2000, 99, 2000, l'arrivée du numérique, l'arrivée des petites caméras numériques. Et une cinéaste comme Agnès Varda, avec toujours ce goût de l'expérimentation, qui se dit, mais ces petites machines, elles ne sont pas là uniquement pour remplacer le Super 8 et filmer les réunions de famille, elles vont me servir à moi, cinéaste, pour faire quelque chose qui n'a jamais été tenté auparavant, qui n'avait jamais été fait auparavant. Et elle va se souvenir aussi, chère Sandrine Bonner, de votre personnage, Mona de Saint-Ouen-Lois, des années 80, la pauvreté, la grande pauvreté n'avait pas disparu comme par enchantement en ce début des années 2000, et donc ça donnera les glaneurs et la glaneuse. Donc Agnès, à ce moment-là, devient la glaneuse. Et à chaque fois que j'entends ce terme, évidemment, je pense à elle, comme à chaque fois que je vois quelqu'un sur un marché parisien, à la fin d'un marché parisien, qui ramasse une tomate ou une orange, je pense à elle, parce qu'elle a été la première à nous montrer cela, à nous montrer ce qu'on ne voyait pas. Et il fallait être une très grande artiste pour nous montrer ce qu'on ne voyait pas avant elle. Agnès est devenue la glaneuse, quel joli mot pour dire cinéaste. Et dans ce film, elle filmait les autres, la pauvreté, la misère des autres, mais elle se filmait aussi elle-même. Comme Rembrandt, qu'elle admirait tant, qu'elle aimait tant, elle s'est risquée à l'autoportrait et elle a filmé ses taches de vieillesse sur ses mains, elle a filmé ses cheveux qui tombaient, elle a filmé son corps qui commençait à ne plus être tout à fait le même, elle a filmé sa vieillesse
avec une sincérité, et évidemment, sincérité telle que les spectateurs ne s'y sont pas trompés et ont vu dans quelqu'un comme elle qui s'exposait comme ça au premier plan, une documentariste qui filmait son propre corps en même temps que celui des gens des marchés, en même temps que des glaneurs, un geste de cinéma bouleversant. Et a commencé 99-2000, la dernière partie de la carrière d'Agnès Varda. Donc la glaneuse est devenue Madame Patate, quand elle s'est mise aussi à l'art contemporain, à faire des installations. Et puis elle est devenue l'une des veuves de Noirmoutier, toujours se mettre soi-même au front, en première ligne quand on travaille. Et puis petit à petit, tout simplement, elle est devenue Agnès. Et c'est ce qui explique que vous soyez si nombreux avec nous aujourd'hui, ce matin, à la Cinémathèque, parce que Agnès, la grand-mère de la Nouvelle Vague, bien sûr, mais surtout une sorte d'icône de proximité, une présence familière, une présence bienveillante. Le public ne s'y trompait pas. Il n'y avait que de la sincérité dans ce personnage. Et même si ces films n'ont jamais été de grands succès, elle était devenue une personnalité populaire. Comme Chaplin, bien avant elle, mais aussi comme Hitchcock, qui avait su inventer son personnage de cinéaste pour le faire accepter par le public, Agnès a créé son personnage. Mais ce personnage, c'était elle, absolument elle, jusqu'au bout des ongles, qui démontrait qu'une grande artiste contemporaine peut aussi être faite de proximité, de générosité, de bienveillance, d'échange avec le public, plutôt que, comme Marqueur et comme Godard, mais c'était leur choix, plutôt que de silence, de réclusion ou d'éloignement. Et cette double facette d'Agnès, à la fois cinéaste expérimentale et figure populaire, c'est peut-être évidemment l'un de ses grands triomphes. Le public donc ne s'y est pas trompé, vous ne vous y êtes pas trompé, il a bien vu, nous avons bien vu, vous avez bien vu que rien n'était fin, que rien n'était exagéré, que ce n'était pas une pose, que ce n'était pas une attitude, mais qu'Agnès avait fondé sa geste même de cinéaste, ce qu'elle appelait sa cinécriture, dans un mot qu'elle avait inventé, justement sur l'idée même de la rencontre avec l'autre, de l'échange. Et cher JR, vous le savez bien, puisque vous avez été sûrement la dernière grande rencontre artistique de sa vie et le dernier grand échange de sa vie. Faire peinture de tout, disait Picasso, ça restera un de mes regrets parce que j'aurais bien aimé l'emmener au 5e étage, voir les Picasso qui sont en ce moment exposés à la Cinémathèque, et puis elle aurait fait la moue, et puis elle m'aurait dit ça tient pas debout, ton histoire, et puis on aurait rigolé. Mais faire peinture de tout, disait Picasso, faire théâtre de tout, disait Antoine Vitesse pour le théâtre. Agnès faisait cinéma de tout. Cinéma de tout et de tous et pour tous. Donc je vous remercie infiniment d'être aussi nombreux avec nous ce matin, car chacun d'entre vous, vous représentez un morceau de ce tissu de rencontre, un petit morceau de ce tissu d'échange réel ou imaginaire. Et maintenant, pour la première fois de cette réunion de famille, je laisse la parole à Agnès Varda. Merci beaucoup.